Madame, Monsieur, bienvenue à cette autre émission d'Appalaches en quelques mots. En partenariat avec le propriétaire de l'entreprise Granny Lake, Viridis, un chef de file québécois en gestion de matières résiduelles et organiques, annonce la végétalisation de plusieurs dizaines d'hectares de l'ancien site minier de Black Lake à Thetford Mines. Monsieur Simon Naylor nous précise davantage le projet. Moi, je m'appelle Simon Naylor, je suis agronome et je suis aussi cofondateur de l'entreprise Viridis Environnement. Nous avons un projet depuis plusieurs années en collaboration avec les propriétaires du site ici à Granny Lake pour recréer un sol végétal et un couvert végétal par-dessus les talus de résidus miniers. Donc, l'intérêt de faire ça, c'est de remettre un paysage naturel dans le paysage fabriqué qu'on a autour de nous. La raison pour laquelle les gens de Granny Lake se sont associés avec l'entreprise Viridis Environnement, c'est que ça ne se fait pas avec une baguette magique. Recréer les végétaux, réimplanter la forêt ici, ça va prendre de la matière organique puis un sol propice à la culture des plantes. Nous, notre expertise chez Viridis, on est une compagnie spécialisée dans le recyclage des déchets organiques, comme par exemple les bouts de traitement des eaux des pâtes et papiers ou des industries agroalimentaires, ou alors des résidus de table, le compost, les bouts de traitement des eaux usées des stations d'épuration municipales, etc. On utilise ces matières-là et on les mélange dans une recette secrète du colonel pour arriver à recréer un compost dans lequel les plantes vont être confortables de pousser. Tout à l'heure, je vais vous emmener dans la visite. Vous allez voir des plaques complètement grises, comme vous voyez autour de vous, qui sont comme ça depuis des dizaines d'années, dans lesquelles il n'y aura jamais de végétaux qui vont s'établir. Puis vous allez voir, ça s'arrête drastiquement, puis ça devient vert super foncé. Ça, c'est parce qu'on est venu agir en amenant notre recette de matière organique recyclée. Cette année, Viridis Environnement, à elle seule, va recycler 350 000 tonnes de résidus organiques. Ça, c'est environ le tiers de ce qui se recycle au Québec dans une année, à ce chapitre-là. Ça fait de nous un joueur important dans ce domaine. On crée aujourd'hui 40 emplois, des emplois verts, des emplois dans l'économie verte, donc qui sont basés sur le recyclage de ce qui était autrefois enfoui et jeté aux ordures. Ça, c'est super intéressant et ça ne fait que commencer. Le projet de revégétalisation des halles minières ici a plusieurs intérêts pour la beauté, pour l'écosystème, mais aussi pour l'économie locale. Collaborant avec Granny Lake depuis 2011, Viridis a engendré des retombées locales de près de 1 million de dollars au cours des 3 dernières années afin de parvenir à cet incroyable résultat. Un autre projet est mené également du même coup, alors que la mise en place d'un dispositif expérimental robuste d'afforestation est en cours. Voici quelques informations de M. Naylor là-dessus. On a mis des plantes herbacées, donc des prairies, dans des légumineuses, du trèfle, du gazon. Mais on a voulu aller plus loin, puis en partenariat avec l'Université du Québec en Outaouais, on a des chercheurs qui travaillent sur l'implantation d'arbres. Donc, les arbres vont faire un couvert végétal permanent, vont créer de la valeur. Ici, on peut même penser à faire du jardinage forestier ici, donc faire des arbres pour la biomasse, pour les industries énergétiques ou l'industrie des pâtes et papiers. Donc, on est rendu encore plus loin qu'avant dans la revégétalisation de la mine ici à Granny Lake. On va être rendu dans une deuxième phase, si vous voulez, à mettre des forêts carrément avec des arbres. Et finalement, M. Naylor mentionnait que Viridis a trouvé plusieurs recettes de substrats organiques utilisés pour revégétaliser les haldes. Il nous donne des explications. Qu'est-ce qui est gris vient principalement de l'industrie des pâtes et papiers, comme vous le voyez. Pas de la halle de résidus, là, ça vient... Non, exact. Ça, c'est un déchet organique qui vient du recyclage du papier. Ça, c'est la partie quand on fait fondre le papier de bureau, des fibres qui sont trop courtes, puis l'argile, qu'est-ce qu'il y a de l'argile dans les feuilles de papier blanc. Donc, c'est tout ce qui n'est pas récupéré puis que les compagnies ne sont pas capables de réutiliser pour faire du papier essuie-tout, du papier hygiénique. Donc, c'est de la fibre
finalement, dans le fond, c'est de la fibre de bois, OK, miniature, qu'on mélange ici avec, vous voyez les boulettes un peu plus foncées, là, c'est des matières qui sont plus riches en carbone, comme par exemple des boues municipales, des boues de traitement des eaux usées. Donc, on fait la recette magique, que je ne vous dirai pas ce matin. Et là, on mélange ça, puis on applique à une certaine dose, OK, à une certaine hauteur sur le sol. C'est tout très réglementé par le ministère de l'Environnement, donc le dosage. Puis on recrée un sol. Ça a été épandu ici au milieu de l'été. Ça part, là, je vois qu'ils ont commencé à ensemencer un petit peu là-bas, là, mais il n'est pas fini de travailler. Donc ça, là, c'est vraiment au début, on vient poser ça. Puis la matière carbonée qui est dans le grippal réagit avec les éléments minéraux comme l'azote et le phosphore qu'il y a dans le brun plus foncé. Et ça, là, ça fait exactement comme quand on fait son compost à la maison, qu'on mélange les feuilles mortes avec le gazon. Ça fait un beau compost. Ça, c'est la même affaire ici, si vous voulez, mais à une plus grosse échelle. Donc, après quelques années, 2-3 ans, cette matière-là va devenir brun foncé comme de la terre, comme un compost, puis les plantes vont s'établir là-dedans très, très rapidement. Puis après quelques années, on ne verra même plus avec quoi ça a été fait. Ça va être carrément devenu du sol, comme dans une forêt, quand on creuse en dessous d'un arbre, ça va revenir à peu près au même. Les halles de l'alimentation de Thetford feront l'objet d'un important agrandissement qui nécessitera un investissement d'au moins 400 000 $. Les travaux s'amorceront cet automne et les propriétaires de l'établissement souhaitent qu'ils soient terminés à la fin de l'année 2017. Cet agrandissement de 1250 pieds carrés consistera en une aire de restauration de style take-out ou restauration rapide. On y comptera une soixantaine de places assises. Cette nouvelle aire sera construite du côté de la porte menant actuellement aux fruits et légumes, sur une longueur de 24 pieds de façade et sur toute la profondeur de l'actuel bâtiment. Il faudra évidemment procéder au réaménagement du stationnement. L'un des actuels propriétaires, M. Louis Tivierge, a souligné qu'il s'agit là d'un complément de service qui s'inscrit dans la continuité des rénovations intérieures. C'est un ajout à l'offre de services qui cible particulièrement la polyvalente, le secteur industriel et les résidents du quartier. C'est un secteur qui n'est pas desservi et on croit à l'importance de le faire. Cette nouvelle ère de restauration aura sa propre image, son nom, son logo et 4 spécialités qui ne seront dévoilées que dans quelques semaines. Nous voulons prendre le temps et faire les choses comme il faut de mentionner M. Tivierge. Ce dernier a ajouté que dans un certain avenir, il pourrait même offrir les déjeuners. Les halles de l'alimentation procurent actuellement du travail à 30 employés. L'élargissement de l'offre de services pourrait créer entre 5 et 10 emplois, dont plusieurs à temps plein. L'entreprise est la propriété de M. Louis Tivierge, Guy Doyon et Jacques Sylvain. Les candidats des prochaines élections municipales ont jusqu'au 6 octobre à 16h30 pour faire connaître leur candidature. Mais déjà, plusieurs d'entre eux ont déposé cette candidature et c'est le cas de M. David Berthiaume qui a annoncé par voie de communiqué qu'il sillonnera bientôt les rues de la ville de Thetford afin de recueillir des appuis en vue de l'élection municipale du 5 novembre. M. Berthiaume briguera le poste de conseiller municipal du district numéro 4, constitué des quartiers Sainte-Marthe et Appalaches, ainsi que de la pointe nord de la ville. Je présente à nouveau ma candidature dans la perspective de contribuer à la poursuite du développement de notre ville au niveau économique, social et culturel. J'offre de mettre mon dynamisme et mes compétences de gestionnaire au service de notre ville et de mes concitoyens, de déclarer M. Berthiaume. Ce dernier est chimiste et gestionnaire de formation. Il assume le rôle de directeur général d'Oléotech, le centre de recherche en chimie verte affilié au Cégep de Thetford depuis maintenant 2006. Ses multiples implications au sein d'organismes tant régionaux que nationaux,
ainsi que ses contributions aux initiatives visant le développement économique de la ville de Thetford Mines l'ont bien préparé à relever le défi. Nous avons besoin de forces vives compétentes et audacieuses autour de la table du Conseil de ville. Au cours des rencontres citoyennes à venir, je désire recueillir les aspirations des résidents du district afin de pouvoir bien les représenter, de conclure le candidat David Berthiaume. Dans le même ordre d'idées des élections municipales, résolument tourné vers l'action et visage bien connu d'Irlande, M. François Descaries se présente à la mairie de la municipalité d'Irlande. Très présent dans son milieu, n'ayant pas peur de défendre ses convictions, M. Descaries décide de pousser son implication à un autre niveau en se présentant à la mairie d'Irlande. Souhaitant avant tout reconnaître l'excellent travail fait par l'administration sortante, M. Descaries veut s'inscrire dans sa continuité avec l'excellente équipe actuelle, employés et conseillers. Il remarque notamment que l'entretien des infrastructures est rigoureusement fait, que les budgets sont bien tenus, mais il sent aussi une impulsion au niveau de la collectivité et un sentiment d'appartenance grandissant. Rassembleur, c'est dans cette optique qu'il compte avancer. Plus spécifiquement, M. François Descaries explique qu'en plus de la gestion des affaires courantes, il souhaite mettre son énergie sur 3 enjeux. D'abord, sur l'entretien et la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel, ce qui va des routes aux bâtiments, aux lacs et aux rivières. Ensuite, sur l'accessibilité sur l'Internet de haute vitesse à prix abordable. Et enfin, M. Descaries souhaite réfléchir avec la collectivité à des moyens de promouvoir certains projets de développement résidentiel qui se démarquent. Reconnu pour sa rigueur et son excellente gestion financière, il s'engage à ce qu'Irlande demeure dans les municipalités de la région avec le plus faible niveau de taxation. Toujours dans le cadre des élections, le résident de Saint-Ferdinand depuis 25 ans, M. Yves Charlebois, a déposé récemment sa candidature au poste de maire de la municipalité de Saint-Ferdinand après avoir recueilli près de 100 signatures de concitoyens. Journaliste de profession depuis 35 ans, M. Charlebois, d'abord et avant tout, désire offrir une administration transparente où les citoyens seront très bien informés des activités de la municipalité. Pour ce faire, la municipalité sera dotée d'une page Facebook, d'un site Internet qui sera mis à jour régulièrement, d'un système d'infolettres et d'un journal mensuel. Il propose également la construction d'une résidence privée pour aînés sur le terrain situé devant l'ancien CHSLD, Maison du Sacré-Cœur. Le terrain appartient à la municipalité et je compte l'offrir gratuitement à une entreprise privée qui construirait un immeuble semblable à la seigneurie du Victorin à Victoriaville, la Providence à Plessisville ou le manoir Frontenac à Thetford Mines. Si nous ne réalisons pas cela, à chaque mois, nous perdrons, comme maintenant, des citoyens qui déménagent faute d'un logement adéquat. Un autre des projets serait d'offrir à des restaurateurs la possibilité de louer le presbytère situé près de la marina pour en faire un restaurant-bar. Cet attrait pourrait se réaliser après le départ de l'actuel prêtre. Finalement, l'envasement du lac William est un sujet préoccupant. M. Charlebois mentionne qu'il est essentiel de procéder à des travaux de dragage à la sortie des rivières et tout autour. La 19e édition du Chemin des artisans est déjà chose du passé. Qu'à cela ne tienne, la 20e reprise est déjà en préparation et s'il n'en tient qu'à sa présidente, Mme Brigitte Desjardins, elle sera à la hauteur d'un anniversaire aussi prestigieux qu'un 20e anniversaire. Être en mesure d'offrir une 20e édition d'un tel événement constitue un exploit important, surtout si l'on songe qu'à quelques reprises, il aura fallu le tenir presque à bout de bras,
de lancer Mme Desjardins. Cette dernière ne cache pas que le menu de la prochaine édition a déjà été concocté. Les gens ont beaucoup aimé la formule des pôles et elle sera reconduite l'an prochain, mais dans de nouveaux endroits. Ce sera également la deuxième année que la MRC des Appalaches sera présente comme présentateur de l'événement et nous visiterons toutes les municipalités qui ont les infrastructures pour nous recevoir, de préciser la présidente du Chemin des Artisans. Cette dernière estime que la formule des pôles dans les lieux communs a ses avantages, mais que la visite des ateliers permet de faire rayonner davantage les créateurs et de voir plus large. La visite des ateliers permet d'aller à la rencontre des créateurs dans leur environnement. La présence des visiteurs dans leur atelier procure à ces derniers une énergie supplémentaire. Cette année, les Jacques Lisée, Pierre Bolduc, Yvon Champagne, Alain Gosselin, Monique Fauché, Marcel Lafleur, Priscille Martel, Denis Courchaine et Robert Martin accueillaient les visiteurs dans leur site de création. Quant au circuit de la 20e édition, il a été dévoilé aux visiteurs et aux créateurs tout au long de la présentation de cette année. Cette 20e édition aura pour thème le patrimoine avec un parcours historique qui sillonnera les routes d'Inverness, Kenners Mills, Saint-Jean-de-Brébeuf, Saint-Julien, Saint-Adrien, d'Irlande et Irlande. Pour la première fois de l'histoire de l'événement, Tetronmans deviendra un pôle avec des artistes regroupés à la Station des Arts et au Centre historique de la King, connu sous le nom de KB3. La municipalité de Saint-Fortunat est particulièrement fière d'avoir inauguré récemment les travaux d'aménagement de sa salle municipale et communautaire. En effet, plusieurs travaux ont permis de rendre le stationnement et les salles de bain accessibles aux personnes à mobilité réduite et de renouveler les fenêtres et les planchers de la salle municipale. Ainsi, nous pourrons désormais ouvrir notre espace à tous nos citoyens, peu importe leurs conditions physiques, souligne-t-on du côté de Saint-Fortunat. Ce projet a été financé par le gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds pour l'accessibilité. Le Fonds pour l'accessibilité, d'un montant de 43 875 $ a permis de réaliser des travaux d'aménagement d'un stationnement sur le site du centre communautaire et de relocaliser et réaménager les salles de bain à l'étage de la salle communautaire afin de permettre un accès aux personnes à mobilité réduite. Quant à lui, le programme Nouveaux Horizons pour les aînés a contribué pour un montant de 16 000 $ qui a servi à refaire les planchers et la fenestration de la salle communautaire. L'objectif de ces travaux visait à faciliter l'accès aux divers services et activités offerts à tous les citoyens. La salle communautaire et la salle municipale font partie d'un même bâtiment. Ce bâtiment étant le seul lieu de rassemblement de cette communauté, il s'avérait primordial de le rendre accessible à tous. Les citoyens et les organismes retrouvent dans cet espace le bureau de la municipalité de Saint-Fortunat, la bibliothèque municipale, un centre d'accès Internet, une salle de rencontres communautaires et de spectacles. Derrière le bâtiment, on retrouve également un parc multigénérationnel. Le projet vise donc à donner un accès collectif à tous ces espaces, services et activités aux citoyens qui vivent avec une mobilité réduite. L'actuel projet a été l'un des principaux souhaits émis par les aînés et les familles lors de la démarche de consultation réalisée en 2014 dans le cadre de la politique municipalité Amis des aînés, à l'effet d'avoir accès à des équipements leur permettant de demeurer actifs et de se maintenir en bonne santé. Enfin, la municipalité tient à souligner sa reconnaissance à tous les membres du comité famille et MADA de Saint-Fortunat. La 10e édition de la classique de hockey RDV s'en vient rapidement
et c'est le moment d'inscrire les équipes en vue de l'événement. Les dirigeants ont trouvé un moyen plutôt humoristique de faire la promotion de cette inscription et même le célèbre joueur de hockey Patrice Lemieux parle de la classique RDV Hockey Senior région de Thetford dans ce reportage. Bien, je pense que c'est sûr qu'avec la saison qui se redébute, c'est toujours quelque chose qui promulse de l'excitement. Mais j'essaie quand même aussi de rester un petit peu les yeux ouverts sur ce qui se passe alentour de la NHL. Cette année, bien, c'est quelque chose de spécial en cause que c'est la 10e édition du tournoi hockey RDV. Puis ça se passe ici dans l'État du Québec au niveau de la ville de Thetford Mines. Alors moi je peux te dire une chose, que si j'aurais la chance de m'inscrire, je le ferais. Surtout que c'est quelque chose qui s'en vient quand même à gros pas. On parle du 9, 10, 11, 12 novembre. Alors, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse face. Même s'il y en a qui sont, disons, extrêmement confidents dans leurs moyens ou, disons, si tu es un petit peu plus réserviste dans tes capacités, dans tes habiletés, le tournoi va pouvoir te mettre dans ton bon trou. Je pense qu'on a toutes sortes de catégories qui varient entre les lettres C, D, E, puis F. Alors, c'est quand même une grosse partie de l'alphabet qui va être sur place. Puis, il y a même une catégorie pour les femmes. Alors, tout ce qui est hockey femmes, ça va être tenu en compte aussi. Si j'aurais peut-être un conseil à te promulser, ce serait de t'inscripter sans trop y penser. La classique RDV, c'est un rendez-vous. Keep it up, boys. Deux individus et deux événements de la région de Thetford ont été retenus comme personnalités des mois de mai, juin, juillet et août 2017 dans le cadre du gala Zénith qui se déroulera à Thetford Mines au mois de mai 2018. La classique de billard des Appalaches s'est déroulée à Thetford Mines au cours du mois de mai dernier. Elle a retenu l'attention des membres du comité de sélection de la personnalité de l'année. Cette 9e édition a coïncidé avec le championnat canadien de la Canadian Billiard and Snooker Association, formant ainsi un tout nouvel événement sous le vocable de festival de billard. C'est le propriétaire de l'abattoir Clich d'East-Boston, M. Steve Clich, qui a été nommé la personnalité du mois de juin. Cette reconnaissance lui a été attribuée en raison d'un investissement de quelques 500 000 $ pour favoriser la relocalisation d'une partie des opérations de cet abattoir dans un nouveau bâtiment du parc industriel d'East-Boston, ce qui permettra la création de nouveaux emplois. C'est la 35e édition de la Journée tripante de Disraeli qui a été choisie comme personnalité du mois de juillet 2017. On se rappellera que cette activité consiste dans la descente sur 9,2 km de la rivière Saint-François en tube soufflé, en canot ou en kayak. Enfin, le titre de personnalité du mois d'août a été décerné à M. Marc-Antoine Beaudoin de Thetford Mines, qui a remporté 2 prix lors du 49e Festival international de la chanson de Granby au mois d'août. En obtenant le prix Coup de cœur Radar, le jeune artiste thetfordois aura l'occasion d'offrir une prestation dans le cadre de la Franco-Fête en Acadie en 2018. Marc-Antoine Beaudoin est aussi récipiendaire du prix de la presse Jacques Cossette à la suite du vote des membres de la presse, ce qui lui a valu une bourse de 1 000 $. Et enfin, soulignons que toute la population est invitée à profiter des couleurs automnales vues du sommet du mont Hadstock lors de la traditionnelle remontée mécanique d'automne. Alors, la prochaine remontée est prévue pour samedi, le 7 octobre, et sera remise le lendemain en cas de pluie. Le télésiège est accessible à compter de 10 heures et ce jusqu'à 15 heures. La fête se bonifie d'activités familiales et de démonstrations pour célébrer les couleurs de l'automne. C'est ce qui met un terme à nos informations pour ce bulletin. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission semblable. Entre-temps, demeurez avec nous. Merci d'avoir été à l'écoute.